C'est ça, en fait, le travail, c'est une activité économique. Et l'économie, c'est la science de l'allocation des ressources rares. Les ressources rares, c'est que le travail humain, c'est une ressource rare parce que vous avez une énergie qui est limitée, vous avez des moyens pour produire qui sont limités, et donc vous devez concilier toutes ces ressources rares. Et donc, ça rentre dans une logique économique une rationalité où vous allez essayer d'en faire le plus avec le moins d'éléments possible. Et alors que toutes les activités de notre vie ne se pensent pas sur ce même logique de pensée, sur cette même logique de pensée. Quand vous prenez le temps de regarder un film, vous vous dites pas que vous allez choisir un film hyper court pour pouvoir en voir deux. Enfin voilà. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. On est donc avec Céline Marty. Salut Céline. Salut Fabrice. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, super. Céline, tu es philosophe, professeur de philosophie. Oui. C'est ça? Dis-moi si je... On dit plutôt professeur de philosophie. C'est compliqué de savoir à partir de quand on parle de philosophe. Ah d'accord. On pourrait dire que c'est à partir du moment où notre œuvre a une sorte de système et commence à être commentée par les autres. Okay. Mais il suffit pas d'écrire un livre de philosophie pour être philosophe. Donc là, tu as écrit un bouquin dont on va parler dans 2 secondes. Et en fait, je vais le commenter. Non, mais à part. Donc t'es bébé philosophe alors, c'est ça? Peut-être, on verra. Mais en tout cas, c'est à partir du moment où il y a des colloques sur notre nom. Ah oui. Voilà, ça. C'est pas dans les médias, c'est plutôt entre vous, quoi. C'est ça. C'est une reconnaissance des deux. Mais disons que ça suffit pas. Bon, mais après, d'accord. C'est une étiquette qui est utile. Hein, mais moi, j'aime bien dire prof de philo aussi, parce que ça permet de dire beaucoup de choses. Donc t'es prof de philo, tu enseignes la philo au lycée. Pour des terminales, hein, c'est ça, pour les préparer au bac, les pauvres. Enfin, pas les pauvres de t'avoir en tant que prof, hein, mais juste de passer le bac. Oh, je me souviens, j'ai tellement pas envie de retourner au bac, moi, dans ma vie. Terrible. Et t'es également, donc t'es agrégé, c'est ça? T'es en train de faire ta thèse? Oui. Sur, j'imagine, la philosophie du travail? Oui, sur un auteur plus spécifique qui s'appelle André Gorz, qui est un auteur du XXe siècle, qui s'est inspiré de Sartre et de Marx, et qui bouscule beaucoup de nos idées sur le travail. Donc c'est ce qui m'a séduit quand j'ai lu ses premiers textes, et qui est aussi un des pionniers de l'écologie politique en France. Et t'interviens également dans une chaîne YouTube qui s'intitule Meta. Oui. Voilà. C'était avant Facebook. Oui, c'est clair en plus, c'est marrant. Qui parle de philosophie d'une manière générale et aussi dans lequel tu parles de philosophie du travail, entre autres, puisque c'est ton dada, j'ai envie de te dire. Oui, et on fait des vidéos aussi plus généralistes, donc avec Jim Gabarret, qui est mon conjoint. Et on fait aussi des vidéos d'esthétique, on a fait des vidéos sur l'amour, sur l'amitié, sur la politique, donc des choses assez variées. Et là, tu sors, c'est pour ça qu'on se retrouve, tu sors ce bouquin chez Duno qui s'appelle « Travailler moins pour mieux vivre », pour vivre mieux. Oui. J'y suis presque, j'y arrive presque. Où c'est un essai en fait où tu viens discuter de la place du travail dans notre société. Il faut que tu saches que habituellement ici, moi, je reçois plutôt des gens, tu vois, dans l'histoire de succès, qui sont plutôt très tournés vers le travail en fait. Et c'est aussi pour ça que je voulais te recevoir. Je trouve ça assez génial d'avoir une sorte de contrepoint de vue, ou en tout cas d'avoir une vision alternative de tout ça. J'ai lu ton bouquin qui est passionnant, et en gros, d'où t'es venue cette envie de venir écrire ce livre, quoi?
Alors, l'envie d'écrire ce livre en particulier et de porter ce propos, ça m'est venu d'une sorte d'agacement que le travail soit valorisé à toutes les sauces, à droite comme à gauche, dans tous les discours, sans que on se mette vraiment d'accord sur ce que ça veut dire, sur ce que ça implique, sur les activités qui sont concernées par le terme. Et j'avais l'impression que cette valeur travail, c'était un peu fourre-tout et que c'était une formule un peu facile de dire il faut revaloriser le travail, je serai le candidat du travail. Le but, c'est d'améliorer le travail, sans que ça dessine vraiment de projets de société concrets. Et en plus, cette valorisation encore contemporaine du travail, elle me semblait inadéquate avec deux trucs qu'on peut constater aujourd'hui. D'une part, l'existence des bullshit jobs, dont a parlé donc l'anthropologue David Graeber, et chez lequel on trouve vraiment beaucoup de choses très intéressantes, beaucoup d'idées. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Dans un bouquin qui est sorti il y a quelques années, c'est ça? Oui, alors Bullshit Job, à l'origine, c'est un article qu'il a écrit en 2013. Suite à cet article, il a reçu beaucoup de témoignages et ensuite il en a fait un livre qui a été publié en 2018. Et donc, mais tu vois, c'est des recherches qui datent d'une dizaine d'années chez lui et qui s'inscrivent dans une critique anarchiste du travail, de la démocratie, de l'État. Et donc il y a des choses vraiment très intéressantes chez Graeber. Et je trouvais que voilà, tous ces discours qui valorisent le travail, qui disent que c'est important de passer sa vie au travail, d'y mettre toute son énergie, tout son être, etc. Bah, je trouvais que ça tenait pas compte de cette situation-là. Et en plus, donc l'autre phénomène qui me faisait questionner cette valeur-là, c'est l'urgence écologique. Parce que quand on valorise le travail à tout prix, en disant bah il faut que les gens produisent, il faut que le PIB augmente, il faut que le chômage baisse, il faut que les gens s'occupent, il faut qu'ils s'activent, il faut qu'ils prennent les transports pour aller au boulot, etc. Bah en fait on nie tout le coût écologique de cette activité. Et le travail, c'est quand même une activité qui pollue, qui détruit des ressources, qui en crée de nouvelles, des déchets qu'il faut ensuite traiter, etc., qui dépense de l'énergie. L'énergie, ça peut être l'électricité, mais ça peut être aussi notre propre énergie qu'il faut ensuite reconstituer. Oui. Et donc, il faudrait considérer que le travail, c'est une activité qui a un coût écologique énorme et peut-être s'intéresser sur le contenu même du travail en se disant mais quelles sont les activités de travail dont on a vraiment besoin et qu'il faut préserver pour faire tourner la société et desquelles on peut se passer en fait et peut-être qu'il faut s'en passer pour préserver nos ressources tout simplement. Et ça, j'avais l'impression que cette critique-là écologique du travail, elle était peu présente dans le débat public et même dans nos raisonnements écologiques. On met souvent en avant la consommation en nous disant qu'il faut pas acheter de fast fashion et qu'il faut prendre des vêtements ou des livres de seconde main. Mais si à côté de ça en fait, on est arrivé à son boulot à la Défense de 8 à 2 heures du matin, qu'on rentre en taxi défrayé par la boîte et qu'on mange des sushis. L'impact écologique, il est dans plusieurs dimensions de la vie. Alors bon, ça peut paraître un exemple assez spécifique, assez urbain, de cadre, etc. Mais en fait, on se rend compte du coût écologique du travail dans le transport que ça implique. Et là, on s'en est rendu compte avec la crise des gilets jaunes, aujourd'hui aussi avec la crise du coût de l'essence, parce que les gens se rendent compte que, en fait, aller bosser, ça leur coûte très cher aussi en termes de matières premières. Et donc, ça pourrait peut-être être l'occasion de réfléchir à des façons de travailler autrement et de travailler moins aussi pour préserver nos ressources. On s'en est rendu compte aussi, tu t'en parles dans le bouquin, pendant la crise du coronavirus, où pendant X mois, 2 mois, le monde s'est complètement arrêté. En tout cas, en France, on a vraiment tout arrêté. Et en fait, t'as aussi l'air de dire que ça, on n'a pas vraiment tiré les leçons. Peut-être que c'était trop court finalement. Je sais pas. Je pense que ça a été très intéressant comme expérience parce que ça nous a permis d'une part d'appuyer sur le bouton pour arrêter la machine. Du jour au lendemain, il y avait plus d'avions. Non mais Roissy était vide. Les cyclistes allaient faire des tours à Roissy pour se balader, etc. Donc on a appuyé sur le bouton, on a arrêté la machine productiviste. On a arrêté de produire des choses qui ne servaient à rien. On s'est mis à produire des masques. Donc on a réfléchi aux besoins urgents qu'on avait. On a mis des gens en chômage partiel, peut-être en leur disant vous les publicitaires
Peut-être que comme les gens ne passent pas dans les rues, on n'a pas besoin que vous mettiez votre pub dans la rue. Alors Céline n'aime pas trop la pub. Hein. Voilà, je dis ça parce que tu sais, moi je vis de la pub, hein, donc. Mais toute l'économie, mais non, mais je comprends que ça apporte des revenus. Ouais. Mais c'est bien un problème que autant de gens, autant de boîtes passent du temps et consomment des ressources pour produire des contenus pour nous faire acheter d'autres trucs. C'est vrai. C'est quand même assez problématique. Enfin, il y a vraiment une critique écologique de la pub qui est là depuis quelques décennies, quand même, les mouvements anti-pub, oui, depuis etc. un sacré bail. Ouais. Voilà. Et du coup, la crise du Covid, c'était intéressant parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait on avait le pouvoir d'arrêter la machine et d'orienter la machine vers les besoins qu'on avait de façon urgente. Ça a été aussi au niveau un peu existentiel l'occasion de réfléchir, de faire une pause et de prendre du temps pour réfléchir, parce que pour beaucoup de gens qui se sont mis en chômage partiel ou qui ont dû être forcés de travailler à la maison, c'était aussi l'occasion d'arrêter la roue du hamster et de se dire 2 secondes, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce que je vais faire, etc. C'est une sorte de pause. Gros changement de vie d'ailleurs, suite à ça. Et il y a eu, et donc les gens ont pris ce temps pour se poser des questions, quand d'autres ont continué à beaucoup travailler donc beaucoup de métiers essentiels où on a dit que c'était eux qui portaient toute la société, etc., et qu'on allait mieux les valoriser, et en fait on n'a rien fait derrière. Donc ça, c'est un manque de projet politique derrière. Et il y a eu cette crise existentielle qui a amené certains à se demander pourquoi ils faisaient tel métier plutôt que tel autre. Mais le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de transformation collective et politique après la crise du Covid. On n'a pas fait une sorte de grande assemblée, on n'a pas fait les états généraux du travail en se disant ok, on se met tous autour d'une table et on se demande quels sont les métiers essentiels dont on a besoin et qu'il faut valoriser, parce que il faut les valoriser économiquement, en termes de statut aussi, permettent de mieux protéger les travailleurs qui les font. Et à l'inverse, quels sont les métiers essentiels dont en fait on n'a pas besoin, et c'est pas parce que les marchés les produisent, parce que ça rapporte occasionnellement de l'argent, que on va les laisser en fait gaspiller autant de ressources. Tu sais, j'ai un peu l'impression que en fait la crise du Covid n'est pas encore tout à fait terminée, mais ce qui me fascine un peu en fait, c'est que dans cette élection là, parce qu'en fait on est dans une élection, même si ça y ressemble pas vraiment, on parle très très peu de l'impact qu'a pu avoir cette crise en fait. Enfin tu vois, il y a pas de projet politique autour de qu'est-ce qu'on fait ensuite, quoi, tu vois. Ouais, c'est exactement. assez fou. Mais parce comme que, si ça s'était pas passé en fait. Oui, mais parce qu'en fait ils veulent pas traduire ça dans un projet politique. Les gouvernements en place dans les principaux pays occidentaux, etc., sont plutôt dans une logique de reprise économique, de croissance. On va essayer de faire baisser le chômage, etc. On revient dans les mêmes schémas antérieurs à la crise, en fait. On se croit encore dans les 30 Glorieuses. Et sauf qu'on n'a pas du tout pris conscience de l'urgence écologique. On ne peut pas on ne peut pas encore espérer atteindre des taux de croissance infinis alors que nos ressources matérielles pour produire sont finies. Ça c'est le club de Rome, ça fait 50 ans qu'on dit ça, quoi. Et il y a eu aucune conséquence politique de cette prise de conscience là. Et on le voit aussi dans le traitement de l'urgence climatique dans la campagne. On parle très peu de ça, c'est pas dans les médias, etc. Et ça c'est une sorte de déconnexion totale entre les gouvernements qui sont préoccupés par le PIB, éventuellement le chômage, mais bon, pas trop non plus, quoi. Et, en tout cas, le taux de pauvreté, ça, ils s'en fichent pas beaucoup. Et les préoccupations qu'on va se prendre dans la figure très très rapidement du réchauffement climatique. Et je pense que, alors peut-être pour prendre conscience de ce qu'il est possible de faire, c'est que le Covid nous a fait prendre conscience qu'on pouvait arrêter la machine, que la puissance publique avait une grosse force. Imposer le port du masque, ça, on pensait pas que on allait vivre ça un jour dans notre vie, on pensait pas que ce serait possible, et en fait, ça a été fait. Donc, l'État est capable d'interdire des trucs, d'autoriser des trucs. Et ça, c'est quand même un pouvoir assez fort pour mettre en place une transition écologique. Et surtout, un truc qui me semble important quand on réfléchit au monde du travail et à l'urgence écologique, c'est de se dire que le monde du travail, on peut le changer. On peut organiser autrement notre protection sociale, la façon dont on consomme, la façon dont on se déplace, ce qu'on produit. Tout ça, on peut le changer. On l'a changé très rapidement. Pendant la crise, on a utilisé des imprimantes 3D pour faire des masques. Donc, le monde social, la façon dont on travaille, ce qu'on produit, tout ça, on peut le changer.
Par contre, les conséquences écologiques de tous nos actes de consommation et de production actuels, ça, on ne peut pas faire grand-chose. L'urgence écologique, c'est un raz-de-marée qui va nous arriver dessus et qu'on ne maîtrise pas. Les scientifiques en sont à un stade de prévision. Ils ne peuvent que prévoir des phénomènes qui vont arriver. Donc on n'a aucune maîtrise dessus. Alors que demander aux gens de travailler moins pour des raisons écologiques, ça, on est capable de le faire. Mais tu vois, pour moi, je sais pas si tu connais la métaphore de la grenouille dans la casserole, oui. Tu sais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous, on est juste des grenouilles dans la casserole qu'on est en train de faire chauffer de plus en plus. Et pour le coup, pour moi, la crise du coronavirus, c'était vraiment, on met la grenouille dans la casserole d'eau bouillante et la grenouille, elle saute, quoi. Donc, il y a eu tout de suite un changement ultra rapide. Sans doute, les gens ne changent que dans la crise, en fait, tu vois. Oui, on aurait peut-être pu utiliser cette crise pour transformer radicalement notre rapport au travail. Parce que les gens sont... T'imagines, ça aurait dû être une prise de conscience mondiale, quoi. Oui, oui, mondiale. Mais en même temps, je pense que la prise de conscience, elle a eu lieu au niveau individuel. Oui. Même avec l'expérience de télétravail. Les gens se sont rendus compte de ce que ça faisait, de pas se déplacer tous les matins, de pas faire autant de temps de transport, d'avoir du temps pour organiser un peu plus en autonomie ces activités. Alors pas tout le monde, parce qu'il y a eu d'autres méthodes de contrôle qui ont été mises en place, mais sinon il y a quand même une expérience du télétravail qui a changé notre propre expérience du travail en général. Et donc on aurait pu discuter de tout ça. Et là, le télétravail, ça semble une façon un peu une sorte de fausse solution, une fausse réforme, mais où en fait on laisse chaque organisation faire ce qu'elle veut avec, et en fait on a du mal à transformer ça en vrai projet politique en se disant le télétravail, ça va aussi nous permettre d'avoir du temps pour d'autres activités que le travail, de moins se déplacer, de réduire le coût écologique du travail. Voilà, on le politise pas en ces termes-là. On dit juste chaque organisation se débrouille et puis faites ce que vous voulez avec ça. Mais ce qui aurait pu être pas mal, c'est une sorte de convention citoyenne sur le travail, comme on a eu pour le climat. Et après, avec des propositions qui sont vraiment acceptées et pas juste mises sous le tapis comme ça a été le cas, mais pour le climat. Mais moi, je crois que les gens se rendent compte au quotidien que les gens sont fatigués de leurs conditions de travail, qu'ils se rendent compte que parfois ce qu'on leur demande de faire c'est absurde, qu'ils le feraient bien mieux dans d'autres conditions s'ils étaient beaucoup plus maîtres de leurs propres actions, que les gens aspirent à d'autres activités que le travail, et qu'en fait ils se reconnaissent pas dans tous ces discours un peu abstraits de il faut travailler plus pour sauver la France, quoi. Ça veut dire quoi en fait? Les gens ils sont contents quand il y a un jour férié, ça veut tout dire. Et ceux qui doivent aller bosser un jour férié, ils sont pas contents. Ça montre bien que ce temps de pause vis-à-vis du travail, il fait du bien en fait. Et ça, je pense que il faut oser le dire. Et c'est ça qui est compliqué dans le débat public et même dans la sphère privée. On n'ose pas dire ces choses-là parce que on a sacralisé le travail. Oui. Voilà, on en a fait une valeur morale très forte. Et donc ça, c'est tout ça que je déconstruis avec mon livre aussi, et que j'espère apporter dans le débat public. Oser dire. Non, on n'est pas obligé d'adorer son travail, on n'est pas obligé de garder toutes les critiques, toutes les souffrances pour nous, comme si c'était nous qui avions mal fait les choses. On n'est pas obligé de culpabiliser tout ça. Ça a un peu changé, ça, non, avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression. Pour moi, c'était plutôt un truc, tu vois, avant les réseaux sociaux, où justement, t'avais l'impression que les gens souffraient dans leur bulle, et à l'intérieur, et la parole s'est pas mal libérée ces dernières années autour. Oui, peut-être, avec certains comptes, notamment sur les réseaux sociaux, les balance-t-on quelque chose, etc., où les gens se rendent compte que leur expérience, elle est pas individuelle, et qu'en fait, ils prennent conscience que parfois, c'est des méthodes de management, c'est la façon dont l'organisation tient, etc. Mais pour autant, alors je pense que c'est une prise de conscience assez des jeunes générations, on pourrait dire, et que ça change pas radicalement toutes les mentalités présentes au travail en fait, parce que parfois en plus les gens lisent ces témoignages sur les réseaux sociaux, mais ça se traduit pas forcément par une différence dans leur propre comportement au travail ou dans leurs propres échanges avec les uns et les autres. Peut-être que on ose peut-être plus un peu parler de ses souffrances, mais peut-être plus avec ses amis qu'avec ses collègues. Il y a toujours un peu une sorte on a l'impression qu'au travail il faut garder la face, et puis donc parfois on n'ose pas complètement, mais parce qu'on se sent pas non plus complètement en sécurité. On sait jamais ce qui peut se passer quand on dit quelque chose aux collègues, ou des choses comme ça.
Donc je pense que la parole s'est un peu libérée avec les réseaux sociaux, mais que ça n'a pas forcément eu de conséquences sur toutes nos expériences de travail, parce que vous pouvez très bien prôner la bienveillance de façon un peu abstraite, et puis être méchant avec le collègue, Oui, dans les actes, voilà, être méchant avec le collègue, c'est bien beau, etc. quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas évident. Mais à minima, je pense que ce qui est important, c'est de déculpabiliser le travail, parce que et de le démoraliser, de comprendre que nos expériences de travail, l'organisation du travail, c'est pas qu'un enjeu moral, c'est pas qu'une question de bonne ou de mauvaise personne, c'est des problèmes politiques. L'organisation du travail, c'est un enjeu politique. Taylor, quand il met en place le système tayloriste, son but, c'est pas... Souvenez-vous de vos cours en seconde, voilà. de cours d'économie. Et ce que je dis toujours à mes élèves quand je leur parle de Taylor en philosophie du travail, c'est que l'enjeu, c'était pas un enjeu uniquement économique de gain de productivité et de faire fonctionner l'entreprise. L'enjeu, il était politique. Il était de contrôler les travailleurs. Parce que, j'allais dire contrôler les ouvriers, mais de façon plus générale, oui. Le taylorisme et l'organisation du travail, quand elle est très verticale, elle est là pour contrôler les travailleurs. Et ça se ressent très nettement chez Taylor parce qu'il est dans un contexte où les syndicats américains ont beaucoup de pouvoir, quelque chose qu'on a oublié, hein, parce qu'aujourd'hui, tout ça a été bien détricoté aux États-Unis, mais à la fin du 19e siècle... En France aussi. Hein. Oui, en France aussi, sauf dans quelques bastions encore où il y a un peu plus de syndicalisme. Mais en effet, à la fin du 19e siècle aux États-Unis, les syndicats sont très forts, il y a beaucoup de grèves, et donc le rapport de force est plutôt favorable aux ouvriers. Et Taylor se dit mais c'est n'importe quoi ça, pourquoi ils font la loi, c'est pas eux qui possèdent l'entreprise, le chef il peut pas se faire respecter, etc. Moi je vais trouver une méthode pour que le chef il se fasse respecter. Et donc sa méthode c'est de en fait déposséder le travailleur de l'organisation de son travail, de son temps de travail, des tâches qu'il fait, etc. en lui disant bah toi tu suis la chaîne et puis tu te débrouilles quoi. Et si toi tu le fais pas, bah on te remplacera pas n'importe qui d'autre. Et le fait que quand on dit que les travailleurs les ouvriers sont devenus des OS, des ouvriers spécialisés, c'est-à-dire spécialisés dans rien en fait, parce qu'on leur imposait une tâche à la chaîne et ils pouvaient bouger, etc. C'est parce qu'en fait on leur a enlevé leur qualification, parce que avoir une qualification, c'est avoir un pouvoir sur son travail, c'est être capable de dire comment le réaliser, c'est être capable de dire comment évaluer notre travail, etc. Et donc ça c'était un pouvoir que Taylor a voulu ôter aux travailleurs. Taylor, je l'ai pas précisé, mais Taylor qui a donc inventé le travail à la chaîne, qui est plus connu comme le travail à la chaîne. Pardon, oui, le taylorisme, c'est ça. Mais et parfois, alors un truc aussi sur lequel j'insiste, c'est que parfois on a l'impression que le travail à la chaîne c'est fini parce que on n'en est plus là à assembler des voitures à la chaîne, qu'on n'est pas dans le film de Chaplin, etc. Mais en fait, le travail à la chaîne, il existe encore, même en France, quand vous êtes des marcheurs téléphoniques, quand vous êtes opérateur et qu'on vous donne des grilles, quand on vous dit voilà. Dans les dépôts Amazon aussi. Oui, non, mais c'est ça. En fait, le travail tayloriste, c'est pas un truc du XXe siècle. Hein. Ça existe encore à plein de niveaux. Donc c'est tous les discours, les analyses sur l'aliénation dont on parle parfois aussi en cours de philosophie. Le travail aliéné, etc. On a parfois l'impression que ça a disparu avec l'usine. Alors d'une part, les usines n'ont pas disparu. Bah, elles sont toujours là. Elles sont toujours là en France. Et l'aliénation, c'est pas uniquement ça. C'est le fait d'avoir l'impression qu'on maîtrise pas ce qu'on fait. Qu'on maîtrise pas ce qu'on fait parce que notre chef nous demande de faire un truc mais en fait on comprend pas trop pourquoi il veut qu'on fasse ça. On trouve que ces ordres ils sont un peu absurdes. On nous demande de faire d'écrire 10 articles en une semaine alors qu'on trouve que c'est un quota absurde et qu'on va bâcler les articles pour les écrire vite. Là, pour le coup, c'est pas en usine. C'est pas en usine, ça. L'aliénation, elle est partout. Ouais. Le sentiment qu'on nous donne des ordres absurdes et qu'on n'est pas fier de ce qu'on fait et qu'on aurait aimé le faire différemment, mais c'est un sentiment que plein de travailleurs connaissent, ça. Et ça montre bien que toutes les souffrances au travail, elles sont encore présentes en fait. C'est pas parce que on n'a plus le dos cassé par la mine que on a fait disparaître l'aliénation. Elle est toujours là aujourd'hui. Et on le ressent en fait au quotidien quand on écoute les expériences de travail des uns et des autres. Et c'est juste que les gens mettent pas forcément le mot aliénation ou le mot souffrance ou le mot contrôle, organisation du travail. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est ça. Ils disent j'ai trop
trop de boulot, j'ai pas le temps de bien le faire, j'aimerais en avoir moins, j'aimerais avoir du temps pour souffler, j'aimerais que mon chef il me respecte, qu'il soit pas là à me fliquer toutes les 2 secondes, etc. Et ça c'est présent au quotidien. T'es assez critique aussi avec cette fameuse quête de sens du travail. De toute façon, t'es critique avec le travail. Oui. Et en fait, tout ce qui a tendance à vouloir revaloriser le travail en tant qu'activité, en fait, c'était assez dur avec. Et notamment, ces dernières années, il y a vraiment une vraie quête de j'ai envie de mettre du sens, et sans doute avec les bullshit jobs aussi qui ont accentué tout ça, où tu vois des reconversions professionnelles à 35, 40 ans. Et en fait, en même temps, je trouve ça assez cool, tu vois, de se dire que aujourd'hui, dans cette société, enfin, par exemple, la génération de mon père, tu vois, qui a 30 ans de plus que moi, 75 balais, c'était impossible de changer de métier, quoi, tu vois. Alors ça, je suis pas sûre. Dans la génération... Ah, ouais, parce que j'ai des exemples de... Mais alors peut-être que, tu vois, il y a des différents... faudrait voir les études sociologiques précises là-dessus, mais moi, je connais des gens qui sont nés dans les années 40 et 50 et qui ont fait 5 métiers dans leur vie. Ah, yes, et qui ont... Parce qu'en fait, les 30 glorieuses, c'est aussi la période du plein emploi. Donc c'est la période où tu peux changer de boulot facilement, tu peux partir à la fin de la semaine et trouver autre chose la semaine suivante. Il y a aussi beaucoup plus de... Il y a des formations qui se mettent en place aussi. Tu vois, moi, je connais des gens qui ont fait une formation à 50, 60 ans pour devenir puéricultrice. Okay. Et donc, en fait... alors, je sais donc pas c'est dans pas quel... nouveau, alors. Mais non, okay. Je pense que c'est pas... Alors, enfin, on a un peu l'impression faudrait checker les études, voilà, comme faudrait, tu dis, voilà, sociologiques. Faudrait voir sociologiquement... Là, je suis en train de parler de mon père, on s'en fout, c'est pas grave. non, mais faudrait avoir des stats, parce que c'est vrai qu'on parle toujours tous à partir de ces exemples qu'on a en tête. Mais c'est juste que, tu vois, par exemple, par rapport à la période sur laquelle j'ai fait Mademoiselle, tu vois, pendant 15 ans, il y a vraiment un truc qui est sorti ces 5 dernières années, parce qu'en fait, avant, ça n'existait pas, c'était pas un discours qui sortait. Ah oui, la quête de sens. Ah, voilà. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vraiment le moto. Et la reconversion qui va avec, quoi, tu vois, généralement. Oui, parce que ce truc de quête de sens, c'était une façon de répondre à une sorte d'ennui existentiel au travail. C'est pas uniquement les bullshit jobs. Alors pour certains sociologues, comme Daniel Linhart par exemple, elle date ça, cette quête de sens au travail, d'une rhétorique managériale à partir des années 80, qui serait censée en fait répondre aux aspirations de mai 68. En mai 68, mais vraiment période hyper radicale pour la critique du travail, où les gens disent on veut plus perdre notre vie à la gagner, on ne travaillait jamais. Enfin, c'est une critique qui est très forte. Et en fait, la façon dont la société a répondu à ces aspirations-là, c'était de dire bon bah ok, vous voulez plus d'autonomie dans le travail, parce que c'était la critique à l'époque, elle s'adressait aussi vis-à-vis du travail tayloriste. Donc vous voulez plus d'autonomie dans le travail, donc on va individualiser les carrières, on va s'adapter à vos envies personnelles, etc. Et ça a été une stratégie d'individualisation du travail et des carrières. Donc on a individualisé aussi les salaires, les progressions avec des stratégies d'évaluation personnelle à la fin de chaque année, etc., pour voir si on est toujours au top niveau. Mais en fait, ça s'est traduit par plus de pression à la performance, une concurrence entre les salariés, parce que du coup, il fallait faire plus que l'autre à côté. Et en plus, on nous a dit qu'on allait être plus autonome ou autre, mais en fait, on nous a aussi imposé beaucoup de procédures très standardisées. Donc, il y avait une sorte... C'est ça qui a aussi créé de la souffrance dans ces emplois-là, parce qu'il y avait un décalage entre la promesse d'autonomie et la réalité concrète du boulot qu'on nous demandait, et qui en fait semblait pas du tout autonome, où il n'y avait pas du tout cette marge de manœuvre. Donc pour Daniel Linhart, ce discours de quête de sens, il s'inscrit déjà dans cette logique qui est présente dès les années 80. Je pense qu'il est revenu en force avec la critique des bullshit jobs, et c'est une façon aussi... Bon, moi je suis assez critique vis-à-vis de ce discours, parce que je trouve que il veut rien dire, parce qu'on se met pas d'accord sur ce que ça veut dire le sens au travail, qu'on a l'impression que en fait chacun y trouve ce qu'il veut bien mettre, hein, et puis que c'est un discours qui implique rien concrètement. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on va supprimer les emplois qui n'ont pas de sens? Le problème du sens, c'est que c'est une catégorie subjective, que les gens mettent du sens en fonction de leur histoire personnelle, de leurs valeurs, et donc ça a pas de sens de dire je vais trouver un emploi que je trouve sensé, mais en fait quand on trouve un emploi sensé, c'est aussi parce qu'on a une validation par les autres qui trouvent que c'est bien ce qu'on fait, qui comprennent ce qu'on fait, etc. Donc je trouve que c'est un peu parfois un mot creux. Et en plus, que c'est une façon de pas critiquer radicalement le travail. Oui, c'est ça. Voilà. C'est une façon de dire, oui, vous vous ennuyez au travail, vous aimeriez faire autre chose, reconvertissez-vous dans un truc qui vous plaît, et puis là, vous aurez envie d'y passer du temps. Mais d'un autre côté, on est bien d'accord que
il y a aussi ce truc de si on travaille pas, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah voilà, mais ça On c'est y des questions vient. intéressantes. Voilà. Non mais Oui, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben tout à fait, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, il y a plusieurs façons de répondre à ça. Certains disent que quand on prend moins de temps pour son emploi rémunéré, on travaille dans d'autres activités, qu'on travaille quand on prend soin de ses parents, quand on travaille quand on prend soin de ses tâches domestiques, de nos animaux, de nos enfants, et que le travail, ce n'est pas que l'emploi. Moi, je suis assez critique vis-à-vis de ce discours-là parce que j'ai l'impression que c'est une façon de ressauver la catégorie travail et de toucher à rien dans notre idéologie et dans nos discours politiques en disant que l'emploi c'est certes mal, mais que le travail c'est toujours bien. Moi, je trouve que ça résout pas forcément le problème parce que ça nous laisse dans cette logique un peu utilitariste et productiviste que il faut faire des choses qui comptent, qui ont une utilité sociale. Alors, on sait pas qui détermine ça, hein, mais il faut prouver qu'on est utile, qu'on est productif. Et c'est un peu ce qu'on a ressenti pendant le confinement, que cette période devait être utile dans notre vie, qu'il fallait en profiter pour se former à l'anglais, au yoga, à fabriquer du pain ou je sais pas quoi. Et en fait, cette logique de productivité, elle nous empêche... Enfin, c'est une pression permanente sur nos épaules. On a l'impression qu'il faut toujours apprendre de nouvelles compétences pour se sauver dans le marché de l'emploi. Enfin, et cette pression, elle est partout. Pour moi, il y avait plutôt une peur du vide. Ah oui, on peut. Alors, ça pouvait combler aussi une peur du vide, mais ça pouvait donner l'impression que il fallait rentabiliser cette pause ou ce temps. Et c'était aussi un peu présenté comme ça dans les médias. Enfin, perdez pas votre temps toute la journée devant la télé, apprenez à faire du pain. Enfin bon, je trouve ça. Est-ce que t'as appris à faire du pain? Mais et du coup, donc j'ai l'impression que quand on parle de travail pour désigner toutes nos activités de la vie. On perd un peu ce que c'est que l'expérience de travail telle qu'on l'entend en fait, une expérience pénible où il faut produire, où il faut faire quelque chose avec des efforts, avec des moyens limités. C'est ça en fait, le travail c'est une activité économique et l'économie c'est la science de l'allocation des ressources rares. Les ressources rares, c'est que le travail humain c'est une ressource rare parce que vous avez une énergie qui est limitée, vous avez des moyens pour produire qui sont limités et donc vous devez concilier toutes ces ressources rares et donc ça rentre dans une logique économique de une rationalité où vous allez essayer d'en faire le plus avec le moins d'éléments possible. Vous essayez de produire plus en gaspillant le moins de moyens, on pourrait dire. Et alors que toutes les activités de notre vie ne se pensent pas sur ce même logique de pensée, sur cette même logique de pensée. Quand vous prenez le temps de regarder un film, vous dites pas que vous allez choisir un film hyper court pour pouvoir en voir deux. Enfin voilà, on se dit pas tiens, je vais lire 2 pièces de théâtre, ça ira plus vite qu'un long roman, j'aurai rentabilisé mon temps. Non, on n'est pas dans cette quête d'efficacité en fait. Et donc, je pense que quand on appelle travail toutes ces activités, on dévalorise un peu en fait les activités qui servent à rien, qu'on fait juste parce que elles nous font plaisir, et des activités dont on n'a pas à rendre de compte. Et je pense que c'est ça qui est un peu qui est intéressant avec ces activités autres que le travail, c'est des activités dont on ne rend compte ni à notre employeur, ni à l'État, ni même à notre famille ou à nos proches qui nous disent mais t'as fait quoi? J'ai rien fait. J'ai rien fait d'utile, j'ai rien fait d'efficace, et voilà. Et c'est pas grave, j'ai passé une bonne journée. Et voilà, c'est une revendication d'un espace d'autonomie où on fait ce qui nous plaît sans avoir à se justifier de ce qu'on fait. Parce que parfois, quand on me dit ah bah oui, t'as passé la journée à dessiner ou je sais pas, ou à coudre ou autre, mais tu veux en faire ton hobby, tu veux en faire ta passion, tu veux vendre tes trucs sur Etsy. Enfin voilà, direct, on nous demande de professionnaliser ça, que ça serve à quelque chose. Bah non, j'ai juste passé ma journée à dessiner et ça, j'aime bien ça et puis voilà. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, pour moi, il y a aussi un truc qui est cool, c'est va faire de ta passion ton métier, ou en tout cas ta capacité à pouvoir payer ton loyer, par exemple, tu vois. Ouais, mais ça c'est ambigu parce que quand tu cherches à professionnaliser ces activités-là, tu les fais rentrer dans un schéma économique qui parfois dénature l'activité, parce que si ça se trouve t'aimes bien faire de la pâtisserie, mais en faire 1000 par jour pour pouvoir les vendre, c'est un autre effort quoi, et peut-être que ça va te dégoûter de l'activité en elle-même. Et en plus, pour rendre ça professionnel, il faut que tu t'adaptes aux contraintes d'un marché économique
contrainte que tu choisis pas, quoi. Et c'est pour ça que le milieu économique, c'est toujours un milieu contraint et où tu peux pas juste venir avec ton idée en disant bah ouais ça va marcher. Bah non, parce qu'en fait on va te demander voilà, il va falloir que ce soit rentable si tu veux pouvoir te payer, si en plus du coup tu comptes tu vois, tu veux payer ton loyer, etc., en vivre, il faut que ce soit rentable sur le long terme. Et donc en fait ça te met des contraintes structurelles qui t'empêchent peut-être de faire les choses comme t'aurais voulu les faire. Et alors, t'as pas répondu à la question, je crois, mais en fait... Ah oui, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait quand on travaille pas? Bah, on fait ce qu'on veut. Parce que c'est terrible, quand même, tu sais. Alors, tout ça pour dire, en fait, j'ai interviewé... j'ai un autre podcast qui s'appelle Histoire d'argent. C'est fascinant aussi. J'ai interviewé un mec qui a... Sébastien, si vous cherchez l'épisode, allez le chercher, c'est fabuleux. Il a vendu sa boîte à 40 ans pour une somme à 8 chiffres. Donc autant te dire qu'il est très très riche, tu vois. Et on discute ensemble de son rapport justement à l'oisiveté et en fait il est incapable de s'arrêter de travailler et il a une métaphore très intéressante. Il dit il faut que les gens se rendent compte que derrière la colline de l'argent, il y a rien en fait. C'est-à-dire que tu as juste de l'argent et si t'as pas d'activité, bah voilà, que se passe-t-il? Et il est très perturbé par ça, tu vois, oui. Justement. Alors, je pense que, bon, je vais répondre en 2 temps. Il y a toute une... On nous a habitués, on nous a éduqués à ne valoriser que cette activité professionnelle. On le voit parce que même quand parfois on est éduqué à certaines activités sportives ou culturelles quand on est enfant, parce qu'on pense que là c'est le bon moment, là on a le droit à faire du sport. Ouais, c'est clair. Mais en fait, ça passe à la trappe pendant les études et ça passe à la trappe pendant la vie professionnelle, comme si maintenant qu'on était dans la vie sérieuse, on n'avait pas le temps de passer 2 heures à faire du foot. Voilà, on a l'impression que les loisirs, c'est un truc d'enfant, ça permet de canaliser les enfants après l'école et qui dorment bien le soir. Mais par contre, ça compte pas de façon assez sérieuse dans la vie des adultes. Ça aide aussi à dormir quand on est adulte. Hein, voilà. Mais en tout cas, il y a ce moment où on a l'impression qu'il faut sacrifier ses loisirs, le sport, la culture, pour être hyper efficace dans ses études et son boulot et arriver à nos fins. Voilà, c'est un peu... et c'est pour ça que plein de gens sacrifient ça à certains moments de leur vie, le reprennent ensuite après, hein, bien sûr, les gens refont du sport à 40 ans, etc. Mais on s'étant dit, bon bah voilà, maintenant je suis plus posée dans ma vie, donc j'ai le temps de faire des footings le dimanche. Mais comme si avant, pour leurs courses, ils avaient dû sacrifier ça. Donc je pense qu'en effet, on n'est pas éduqué à avoir du temps libre, on n'est pas éduqué à être autonome dans nos activités, parce que notre éducation, notre éducation, l'école, et la société ne nous habitue pas à ça. En fait, nous donne beaucoup de tâches à faire en nous disant pour nous garder toujours occupés, parce que on a peur de l'oisiveté. Et alors, du coup, deuxième versant de la réponse, pourquoi a-t-on peur de l'oisiveté? Et moi, je pense qu'il y a des raisons morales et politiques, parce que peur de l'oisiveté, c'est peur de ce que les gens font de leur temps libre et font sans qu'ils en aient à rendre de compte et sans qu'ils en aient à se justifier. Quand tu dis les gens... Les gens, c'est tout le monde. Et alors là, je vais prendre plein d'exemples. On le voit dans la façon dont se construit l'éthique autour du capitalisme industriel quand ça se développe, notamment, par exemple, en Angleterre au 19e siècle. Il y a des exemples comme ça que prennent les historiens d'enfants qui jouent dans les rues, voilà, ils ont 4 ans, ils jouent tranquillement dans les rues, et il y a un révérend qui passe par là et qui se dit, mais que font ces enfants oisifs à jouer dans la rue là? Ils ne s'habituent pas au monde du travail, et le révérend conseille que les enfants commencent à aller au travail à 4 ans pour qu'ils apprennent le monde du travail et qu'ensuite ils soient tellement habitués au milieu de l'usine, etc., qu'ils finissent par le trouver plaisant. Pas moi qui raconte ça, hein. C'est un historien qui s'appelle Edward Thompson dans La formation de la classe ouvrière. Et donc, il y a vraiment cette volonté de se dire, il faut occuper les gens, mais dès leur plus tendre enfance, pour qu'ensuite ils s'habituent à ce mode de vie-là et qu'ils ne le contestent pas. Et donc, la volonté de pourquoi on embauche des femmes et des enfants au 19e siècle, c'est pas parce que on a envie de faire souffrir les gamins de 8 ans. C'est parce qu'en fait, c'est de la main-d'œuvre docile. Parce que les paysans qui se retrouvent dans les usines au 19e siècle, ils ont eu leur expérience d'autonomie de paysans, ils se sont organisés auparavant comme ils voulaient,
ils arrivent en ville, à l'usine, et ils n'arrivent pas à se plier à la discipline de la chaîne, à la discipline des ordres qu'on leur donne, à ce rythme-là, etc. Ils sont hyper réfractaires, et en fait, ils partent hyper vite. Il y a un gros turnover au 19e siècle dans les usines en Angleterre. Et donc, les femmes et les enfants, c'est la main-d'œuvre facile qui accepte un peu tout, bon, pour des raisons différentes. Hein. Les femmes, c'est parce que c'est aussi une façon de s'émanciper de la tutelle du père et du mari. Et puis les enfants, c'est aussi utilisé par les parents pour ramener de l'argent, etc. Mais en tout cas, c'est... C'était une noble époque. Non, pardon. Mais... Pardon. Pour le podcast Histoire d'argent. Mais en tout cas, il y a une volonté de maîtriser, en fait, ce que font les gens de leur temps, avec l'idée que plus on maîtrise tout leur temps et plus ils seront disciplinés. On pourrait dire aussi que c'est un peu ça qu'on a dans le système scolaire français, d'avoir l'école de 8h à 18h. Et ça permet de cadrer, quoi. Ça permet de cadrer, mais ça permet d'éviter que les enfants soient dans les rues, voilà, traîner, on ne sait pas où. Mais en fait, c'est aussi un système qui est comme ça parce que y a personne pour s'en occuper après l'école, etc. Si on travaillait tous moins, les enfants pourraient partir à 14h et auraient du temps à passer avec leurs parents l'après-midi, en fait. Et il y a des systèmes scolaires comme en Allemagne où ils finissent beaucoup plus tôt que nous en France. Donc, la peur de l'oisiveté, c'est une peur politique de contrôler ce que les gens font. Et ça se ressent donc dans la façon dont l'éthique du travail s'est imposée au 19e siècle, mais ça se ressent aussi dans toutes les réactions politiques que vous avez face à la réduction du temps de travail. Quand il y a eu le Front populaire, donc en 36, qui gagne les congés payés, première fois, 2 semaines de congés payés, la réaction de la classe politique conservatrice, c'est de se dire, mais que vont faire ces gens pendant 2 semaines ? Ils vont vandaliser, je ne sais pas. Et que vont-ils faire pendant 2 semaines ? Et avec l'impression, le préjugé que ce sont toujours les autres qui savent mal occuper leur temps, alors que nous, on sait toujours bien occuper notre temps. Ah, si on avait du temps, on saurait quoi faire. Mais par contre, les autres, ils vont être oisifs, paresser devant la télé, etc. Donc il y a 1000 clichés là-dessus. Pareil, sur la réduction du temps de travail, si on passait à 20 heures de travail par semaine, dans le fond, les gens consommeraient juste plus Netflix et des sushis, etc. Alors, c'est ton truc, ça. Hein, critiquer Netflix et les sushis. Non, pardon, non, j'allais dire de passer à 20 heures par semaine. Oh non, mais ça, c'est un exemple qui a été pris. Bon, on pourrait discuter de cette mesure-là en particulier, parce que je pense pas que ce soit une mesure à appliquer de façon unilatérale. Bon, on peut en rediscuter après, mais parce que si on passe juste à 20 heures par semaine, mais qu'on garde les publicitaires et les démarcheurs téléphoniques à 20 heures par semaine, en fait, ils continueront à être pénibles. Non, mais les démarcheurs téléphoniques, c'est une plaie. Même le gouvernement veut interdire là le CPF. Ah là, le CPF, c'est une purge. Si vous avez un téléphone, donc, normalement, vous devrez avoir 3 coups de fil par jour, quoi. C'est donc, c'est bien que les gens du CPF, on veut juste qu'ils arrêtent. On veut pas qu'ils passent à 20 heures. Bien sûr. Donc, bon, je pense que la réduction du temps de travail, il faut que ça s'accompagne d'une réflexion sur ce qu'on produit, en fait. Mais du coup, la peur de l'oisiveté, c'est la peur de ne pas contrôler ce que les gens font. Et alors, quand je parlais de Graeber tout à l'heure, en disant qu'il était très intéressant, je vais ressortir Graeber de mon chapeau, parce que Graeber se demande pourquoi il y a autant de bullshit jobs, alors que Keynes avait prédit en 1930 qu'avec les progrès techniques, on pourrait ne travailler que 15 heures par semaine en 2030. Et la thèse de Graeber, c'est que les bullshit jobs sont là pour occuper des gens à ne rien faire, à plein temps, pour éviter qu'ils aient du temps pour réfléchir sur leur vie et pour faire la révolution. C'est très simple, hein. Pour Graeber, le fait qu'on passe autant de temps au travail, la tête dans le guidon, la roue du hamster, c'est une façon de pas prendre de recul, de nous éviter de prendre du recul sur notre vie, de se demander pourquoi la société fonctionne comme ça, et d'éviter de contester tout ça. C'est un moyen de domination politique. Et c'est très très radical comme thèse, ça. C'est une thèse, c'est une thèse politique, c'est une thèse anarchiste aussi qui consiste à dire on préfère que les gens soient la tête dans le guidon plutôt qu'ils prennent le temps de se poser des questions. Je comprends. Et ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, c'est qu'on a eu le temps de se poser des questions, mais ça n'a pas débouché forcément sur je crois que des réponses pas politiques. assez de temps. Peut-être que si on avait eu 2 ans comme ça. Non, mais c'est vrai que le confinement strict à proprement parler, il a été assez restreint. Et en plus, peut-être toutes les volontés de changement, elles ont été directement stoppées ou contrées par des
des propositions au gouvernement à continuer de travailler plus, à relancer la croissance. Voilà, on s'est pas dit tiens, on a arrêté la machine 2 minutes, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Non, le but c'est de relancer la croissance, d'éviter la faillite ou des choses comme ça. Mais ça pose une autre question. Ouais, voilà, justement, ça pose une autre question. Ça pose une question aussi plus globale d'économie mondiale. Ça pose une question. Enfin, tu vois, moi j'étais patron pendant le Covid. T'as pas envie que les gens ils perdent leur travail, donc il faut aussi faire en sorte d'alimenter la machine. Bref. Oui, et du coup, la machine économique, je pense qu'aujourd'hui, pourquoi on a du mal à réfléchir sur le travail et sur le contenu du travail, et pourquoi on est aussi passif et on laisse le marché prospérer, on laisse prospérer les gens du CPF là, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, notre protection sociale, elle est fondée sur l'emploi à plein temps pendant 45 ans. Donc, à partir de ce moment-là, on se dit, on accepte la création de n'importe quel emploi, même le CPF, parce que ça va permettre aux gens de payer leurs factures. Et on est purement dans cette logique économique de maintien d'un statu quo. Actuellement, la protection sociale est comme ça. C'est en fait assez récent dans l'histoire de l'humanité. Ça a été créé après la Seconde Guerre mondiale, donc il y a à peine un siècle. Et donc, dans ce système-là, il faut créer n'importe quel emploi pour que les gens puissent payer leurs factures d'essence pour aller au boulot, leurs factures d'électricité qui augmentent parce qu'on a privatisé EDF, leurs factures de tout ce qu'on veut qui augmente parce que le marché privé, etc. se gave en fait sur nos conditions de vie. Mais donc on accepte en fait n'importe quel emploi à cause de ça. Et c'est pour ça que je pense que il faut remettre en question cette protection sociale fondée sur l'emploi pendant 40 ans à temps plein, parce que c'est ça qui est dangereux écologiquement. En fait, à partir du moment où pour payer ses factures, il faut travailler autant, bien sûr que les gens s'agitent. Mais si on avait une protection sociale, c'est-à-dire un accès au système de soins, de retraite, d'assurance chômage, etc., avec un boulot 20 heures par semaine pendant 20 ans, et non plus 40 ans, on serait moins dépendant de cet emploi-là. On prendrait le temps de se demander quel emploi on a vraiment envie de faire. On n'aurait pas besoin d'avoir n'importe quel emploi bullshit pour payer les factures. Et c'est ça qui me semble important de remettre en question, et que permet aussi de faire la proposition du revenu universel. Alors là, on en dit 1000 choses, etc. J'ai même plus besoin d'être là, quoi. J'allais te penser dessus, mais vas-y, t'es parti. Non, mais si tu veux, c'est super. Tu me raconter ce que... Non, mais c'est parce que je sais qu'il y a plein de choses qui ont été dites sur le revenu universel, et il y a des versions très différentes, de droite, de gauche, comme on dit, etc. Oui, de salaire à vie, de revenu universel. Enfin, c'est à chaque fois il y a des nuances en fait dans il y a des nuances dans l'intention, dans le projet, dans le montant. Voilà, dans la philosophie qui va derrière. Moi, je pense que c'est à minima une institution. Même un revenu à 500 € par mois, certes, ça permettrait pas à tout le monde de claquer la porte de son emploi, mais déjà, ça permettrait à beaucoup de sortir de la pauvreté. Et aujourd'hui, il y a quand même 8 millions de pauvres en France, dont 2 millions de travailleurs, c'est-à-dire des gens qui se lèvent tous les matins, qui font des horaires pas possibles, mais qui sont très peu rémunérés parce que c'est des horaires fragmentés, parce que ils sont payés à la demi-heure. Le film Debout les femmes de Ruffin, il est génial pour ça. Il montre bien que ce sont des gens qui travaillent beaucoup, mais en fait, on leur demande une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, et c'est ça qui fait qu'à la fin, c'est un salaire en gruyère. Mais c'est parce que leurs conditions de travail ont été organisées comme ça. C'est un choix politique. Et à l'inverse, la mairie de Dieppe a choisi de salarier ses aides-soignantes comme des agents municipaux, et donc elles ont découvert le CDI, elles ont découvert le salaire fixe à la fin du mois, elles ont découvert les congés payés, et c'est incroyable en fait d'avoir cette protection-là. Mais donc ça veut dire que quand on laisse exister les CDD à temps partiel, les temps partiels hyper fragmentés, etc., c'est un choix politique, quoi, de laisser faire ça. Y a quelqu'un qui a signé le décret disant que c'était possible d'embaucher les gens comme ça. On pourrait très bien avoir un système du travail où il y a que des CDI, complets avec une protection. Tout simplement dégager tous les CDI en fait, et donc dégager c'est l'autre projet. Oui, ça c'est l'autre projet de l'autre alternative politique. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les conditions précaire de l'emploi, c'est pas une fatalité, c'est un choix politique qui a été organisé. Et du coup, le revenu universel, même à un montant faible de 500 €, c'est intéressant parce que
ça permet de souffler, ça permet d'arrêter 2 secondes la roue du hamster, déjà de pouvoir payer les factures aussi, etc. Et en plus, c'est quand même un matelas qui permet de prendre du temps, qui permet de boucler des études, parce que le nombre d'étudiants qui sont dans la précarité ou qui finissent pas leurs études parce que ils arrivent pas à accumuler ça avec leur job à côté, etc. Ça permet de se reconvertir, parce qu'on parlait tout à l'heure des bullshit jobs et des gens qui deviennent boulanger à 40 ans, mais c'est qu'ils ont un matelas financier pour le faire en fait, parce que sinon c'est pas aisé de se reconvertir. Ou alors ils passent par Pôle Emploi. Enfin, oui, mais en fait qui finance énormément de mais le fait mais même de se sentir légitime à le faire, d'avoir et de se dire que l'avenir sera bon, c'est déjà ça peut être assuré par ce matelas financier que serait le revenu universel. Et donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je trouve que ça bouscule nos représentations liées à l'emploi, au travail. Ça pose plein de questions. Voilà, les gens disent toujours, qu'est-ce que vont faire les gens ? Ils vont regarder Netflix toute la journée. Et non, moi, je pense que, alors, si on explicite les présupposés philosophiques, moi, je pense que je suis optimiste sur le plan anthropologique et je crois que les gens, quand ils ont du temps, ils ont envie de faire des trucs qui comptent pour eux, qui ont du sens, j'allais dire, mais qui ont du sens à leurs yeux, etc. Sans qu'on leur dise que avoir du sens, c'est faire telle ou telle activité, et qu'en fait, ils vont pas regarder Netflix toute la journée. La consommation passive, elle augmente parce que le temps de travail augmente et qu'on n'a pas d'autres espaces en fait pour faire des choses qui nous font plaisir. Et ça, c'était déjà quelque chose qui avait pointé les économistes dans les années 80, le fait que plus vous travaillez, plus vous consommez, parce que vous êtes pas dans votre vous êtes pas chez vous, donc vous achetez à manger à l'extérieur, vous rentrez tard, donc vous rentrez tard, donc vous pouvez pas vous faire à manger, vous pouvez pas prendre soin de chez vous, donc vous demandez à quelqu'un de le faire, ou vous faites livrer des sushis ou je sais pas quoi, ou vous achetez des produits déjà tout prêts, et donc vous consommez plus quand vous êtes pas capable en fait de satisfaire vos besoins vous-même. Donc vous perdez aussi en autonomie d'une certaine façon. Et quand on regagne du temps, comme ce qui s'est passé pendant le confinement, on réapprend à faire des activités quotidiennes. Et en fait, parfois on est fiers de savoir faire certaines choses nous-mêmes, de savoir poser notre étagère nous-mêmes plutôt que de se sentir complètement désœuvré. On est fiers de faire un plat de A à Z. On est fiers de prendre du temps pour un projet qui nous tient à cœur. Et ce projet, c'est pas forcément c'est pas forcément un projet professionnel. Ça peut être un projet associatif, politique. Ça peut être un truc personnel. Ça peut être juste le fait d'aller faire un tour de la région à vélo, etc. Mais en tout cas, ça permet de... Ce revenu universel, il questionne les valeurs qu'on accorde à nos activités quotidiennes, la place qu'on leur consacre dans nos vies. Dans le fond, pourquoi ce serait forcément l'activité professionnelle qui devrait toujours primer, alors qu'en fait, on voit bien que les gens font parfois des concessions et en fait privilégient leur vie familiale, parfois quittent leur carrière pour aller faire, faire du sport, faire autre chose, etc. Et donc on voit bien que dans les faits, on aspire à autre chose. En fait, ce qui est compliqué, c'est que notre modèle social, avec la protection sociale fondée sur l'emploi à temps plein, nous impose un modèle de vie et un modèle de réussite qui est il faut avoir un emploi dont on est fier, une carrière longue, etc., dans laquelle on est reconnu, il faut gagner de l'argent, et c'est ça qui compte. Et en fait, toutes les aspirations différentes à une autre vie, elles n'existent pas dans ce système-là, en fait. Elles existent aux marges. Elles existent quand on arrive à se trouver une autre façon d'avoir un revenu, ou quand on se met à mi-temps et qu'on accepte donc de perdre en niveau de vie et qu'on bricole à côté, etc. Mais en fait, il n'y a aucune reconnaissance sociale que ces autres vies sont aussi légitimes. Et c'est ça qui est dommage d'une certaine façon, parce que peut-être que les gens qui font, et qui travaillent moins, mais qui font du vélo, ils sont peut-être aussi bénéfiques à la société que le publicitaire, voire plus. Ça nous amène à la fin de ton livre où tu fais une proposition de société. Alors, je ne sais pas si c'est toi en particulier, mais c'est un projet de société autour d'une forme de frugalité, autour d'une forme de simplicité, en fait, justement dans le fait de consommer moins, etc. Pour toi, il y a pas d'autre possibilité que d'arriver vers là, quoi, tu vois, pour... C'est ça ? Alors, oui, je pense qu'il n'y a pas d'autre possibilité au sens où...
ce qu'on nous vend comme modèle idéal de consommation, la mode qui change tous les 6 mois, les nouveaux appareils qui changent, qui arrivent chaque année, etc. D'une part, c'est pas tenable écologiquement parce que nos ressources, elles sont finies. Nos ressources matérielles là pour produire, il y a un stock qui est fini. Nos téléphones, ça consomme des matériaux rares qu'on arrive à extraire grâce à des enfants sous-payés, enfin voilà, des enfants quoi qui travaillent dans des mines en Afrique et en Asie, etc. Donc ça c'est pas possible que notre modèle économique et que notre modèle de bonheur soit fondé sur ces conditions matérielles-là. Ça, c'est pas possible et c'est pas durable. Et écologiquement, sur le long terme, c'est pas tenable. Donc, ce mythe de la croissance et d'un confort qui est censé passer par des appareils toujours plus performants, toujours plus coûteux, mais en fait qui ne satisfont pas vraiment bien nos besoins parce que aujourd'hui il y a 15 000 fours sur le marché. Quand on cherche un four sur le site de Darty, c'est l'enfer, alors qu'en fait il sera pas plus durable que le four de nos grands-parents. Et ça c'est un problème. Mais c'est aussi parce que le marché économique n'a pas pour but de bien satisfaire nos besoins. Il a pour but de nous faire consommer plus. Et donc la logique du marché, c'est de toujours nous faire consommer plus, de faire toujours plus de profit, et son but c'est que nos besoins ils soient pas bien satisfaits. Et alors ça, il y a plein d'exemples là-dessus. Il y avait déjà un livre en 62 d'un journaliste économique qui s'appelle Vance Packard et qui a écrit L'art du gaspillage, qui déjà en 62 raconte toutes les techniques des entreprises américaines pour faire consommer plus, soit en dégradant volontairement les collants nylon qui étaient jusque-là infilables, etc., soit en dégradant la durée de vie d'une ampoule pour qu'on en consomme plus, etc. Donc voilà, le marché économique nous propose des solutions qui ne sont pas là pour bien satisfaire nos besoins, mais qui sont là pour nous faire consommer plus. Donc, de toute façon, ce modèle de la croissance et de ce modèle du confort qu'on paye économiquement, en fait, il n'est pas vraiment adapté pour bien satisfaire nos besoins. Et on le voit bien aujourd'hui. Il y a même encore aujourd'hui en France, qui est quand même une certaine puissance économique mondiale, il y a des gens qui sont dans la précarité énergétique, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Et donc ça, c'est... Voilà, il est où le bonheur là-dedans, quoi? Le bonheur qu'on nous promet avec les iPhones, c'est absurde. C'est complètement déconnecté, en fait, de la réalité de beaucoup de gens, qui est de savoir comment ils vont faire pour payer la facture à la fin du mois. Donc, de toute façon, notre modèle, pseudo-modèle de bonheur qui nous a été offert par les 30 Glorieuses avec le confort, etc., d'une part, il n'est pas écologiquement durable. Ensuite, il n'est pas là pour bien satisfaire nos besoins et il s'en fout qu'il y ait 8 millions de Français dans la pauvreté aujourd'hui et qu'il y ait des enfants qui aillent à l'école sans avoir petit déjeuner le matin et qui ont faim. Ça, il s'en fout. Donc, il faut changer de modèle de bonheur et de modèle d'idéal, en fait, d'idéal de société. Et pour ça, ce modèle de société plus frugal, ça me semble un modèle plus soutenable écologiquement et en plus à même aussi de bien satisfaire nos besoins, parce que si on se dit que on veut une alimentation de qualité, que si on veut des habits de qualité, de l'appareil électroménager de qualité, on dépendra moins d'exportation, de production made in China dans les conditions qu'on connaît. On sera capable de bien le faire aussi en France dans de bonnes conditions, etc. Oui, parce que t'es pas non plus en train de dire il faut revenir au Moyen-Âge, quoi. Oui, non, c'est ça. Voilà. Mais en fait, c'est de dire on est capable de faire bien et de faire moins. Et le faire moins, c'est pas forcément moins bien. En fait, on peut, et ça c'était déjà la devise de Gors, on peut produire moins, mais produire mieux. En fait, c'est de produire la meilleure qualité. Mais on le voit très bien, ça. On est conscient que on peut très bien renouveler son ordinateur que tous les 10 ans, et que ce serait peut-être plus facile s'il n'y avait pas d'obsolescence programmée. Qu'on pourrait être dans une logique d'économie circulaire, où on répare les appareils plutôt que de les jeter, où on essaie de faire des appareils, des habits plus durables. Et en fait, c'est le modèle de la consommation rapide, c'est de la fast food, mais qu'on a appliqué en fait à toutes les dimensions de notre existence, qui est pas un modèle durable, parce que consommer vite et jeter vite, en fait ça produit des déchets, etc. Et ça c'est un modèle qui s'est implanté assez rapidement, parce que par exemple le modèle de la consigne, le fait que notre bouteille de lait, c'était pas une bouteille en plastique qu'on jetait, mais c'était une bouteille en verre, et ensuite on rendait le verre, etc. Ça existait encore
encore mais il y a 50 ans, quoi. Oui. Et ça a disparu très très vite, et ça a disparu sous pression de l'industrie de la boisson, alors notamment aux États-Unis avec Coca et Pepsi, parce qu'en fait ça leur coûtait cher en fait ça coûtait cher, et ça a impliqué d'avoir plein d'unités locales de production où il y avait des récipients qui étaient récoltés, et ensuite il fallait mettre le liquide dedans, et donc c'est eux en fait qui ont inventé les canettes jetables, mais sans jamais payer le coût de ce que ça implique, le jetable, à savoir des montagnes de déchets. Dans le fond, on pourrait très bien pointer ces entreprises en leur disant c'est vous maintenant l'océan de plastique là qui est dans nos océans, le 4e continent, c'est de votre faute et vous allez payer. Parce que oui, ça leur coûtait moins cher à l'instant T dans les années 70, mais aujourd'hui les conséquences de ça, c'est Bien énorme. sûr. Et surtout à l'époque, moi j'en parlais avec ma mère justement, elle me disait mais le plastique c'était une révolution, c'était génial quoi. Ouais, c'était vraiment tellement facilité la vie quoi. Ouais, parce que c'était facile de jeter et de pas se soucier. En fait, de pas se soucier de prendre soin des choses. Et ça, c'est une mentalité dont il faut sortir, parce que on peut pas jeter sans compter. On a l'impression qu'on jette et que le truc disparaît. Mais en fait, le truc disparaît pas. Le truc, il va dans nos océans, en fait. Donc ça, je pense que c'est une mentalité complètement différente qu'il faut adopter. Mais je pense qu'il faut prendre conscience que consommer plus, c'est pas toujours consommer mieux, et qu'en fait, on peut produire moins et consommer moins et mieux satisfaire nos besoins. Et ça, on a conscience de ça, que c'est possible, que peut-être que en achetant l'alimentation plus locale et en fabriquant les choses nous-mêmes, peut-être qu'on consommera moins. Quand on pense qu'il y a un tiers de la nourriture qui est gaspillée avant même d'arriver dans nos assiettes, on parle pas du fait d'oublier les trucs dans le frigo, avant même d'arriver dans nos assiettes, parce que ça vient de tellement loin, c'est des transports, etc. Mais c'est hallucinant. Alors que y a des gens qui crèvent de faim. Enfin, il y a toute une logique économique en fait qui ne tourne pas rond. Et c'est ça qu'il faut dénoncer, parce qu'on se dit toujours le marché c'est comme ci, c'est comme ça, on pourra pas faire autrement. Mais en fait, ça s'est construit assez récemment, et de toute façon, il va falloir qu'on fasse autrement. Eh ben, tout un programme. Un peu dramatique. Non, mais en même temps, c'est hyper intéressant de soulever tout ce que tu soulèves dans ton livre. Oui, à minima, ça, sur la partie qu'est-ce qu'on fait, etc. Je dessine des pistes, mais c'est pas forcément le rôle de la philosophie. Déjà, il y a un enjeu de déconstruire toutes nos projections sur le travail, toutes nos opinions qu'on a sur le travail. Rien que ce travail-là est hyper intéressant. Voilà, et ça, c'est la part, disons, plus philosophique. Et ensuite, se mettre d'accord sur comment on lutte contre l'obsolescence programmée, etc. Ça, c'est une autre part du sujet. Et en plus, c'est une part dont on peut plus aussi s'emparer au quotidien. En tant que citoyen. En tant que citoyen aussi, il y a des mouvements, anti-pub, il y a des mouvements écologiques qui se battent sur ces terrains-là beaucoup plus précisément. Donc, disons que ce que j'avais envie de faire avec ce livre, c'est au moins d'ouvrir le débat sur cette hyper-valorisation du travail qui nous tombe un peu dessus quand on sache trop d'où ça vient, qui nous fait du mal, qui empêche qu'on en parle comme un problème politique. Et donc déjà, j'avais envie de questionner ça. Et ensuite, comment on se met à lutter contre l'obsolescence programmée et le gaspillage alimentaire. C'est une autre part. Oui, tout à fait. Un grand merci en tout cas, Céline, c'était passionnant. Merci Fabrice. Je mettrai tous les liens pour commander ton livre, et je mettrai aussi le lien de ta chaîne Meta afin que les gens puissent aller s'inscrire et puis suivre un petit peu ce que vous faites, quoi. Merci beaucoup Fabrice. Un grand merci à toi. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit: comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous, et rendez-vous jeudi matin à la même heure, à partir de 6h du matin, dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.